Le programme d'ajustement structurel lancé en 82 a laissé la majorité des jeunes diplômés dans la rue, condamné des milliers de travailleurs au chômage et détérioré davantage les conditions de vie. Les programmes d'ajustement structurel désignent les politiques qui se voient imposer les pays en développement par le FMI et la Banque mondiale en échange de leur aide financière. Ces politiques comportent des mesures conjoncturelles d'austérité, baisse des dépenses publiques, augmentation des impôts, et des mesures dites structurelles d'ouverture des frontières et de libéralisation et de privatisation. Pour obtenir l'équilibre à court terme de leur budget, ces pays sont conduits à sacrifier leurs investissements à rendement de long terme, infrastructures, santé, éducation, qui conditionnent leur seule chance de démarrage, cependant que leurs économies peu compétitives doivent s'exposer à la concurrence des pays les plus développés. Ainsi, les institutions de Bretton Woods, qui donnent aujourd'hui des leçons de démocratie et de bonne gouvernance au Mali, comme aux autres pays surendettés, ont pris appui sur un régime militaire gangréné par la mauvaise gestion et la corruption en sachant pertinemment qu'ils pouvaient ne pas faire un bon usage des emprunts. Le gouvernement de démocratisation, qui était d'abord et avant tout un courant de protestation du peuple contre les abus politiques et économiques des années 80, aboutit en mars 91 à la chute du régime militaire. En 1992, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se posèrent dans le nouveau paysage politique, à la fois en juge du régime déchu et en allié, mais néanmoins gendarme, du nouveau gouvernement. La Troisième République du Mali, comme dans les autres pays africains, qui cessaient à la démocratie, a été d'emblée piégée par le système capitaliste en voie de consolidation. La chute du mur de Berlin avait une force suffisamment dissuasive pour faire renoncer les États qui auraient eu envie de se soustraire à la tutelle des institutions de Bretton Woods. Il n'y avait apparemment qu'une voie à suivre, celle de l'ouverture totale à l'économie de marché. Épaulée par le FMI et la Banque mondiale, la Troisième République s'y engouffra. Les missions des experts et des fonctionnaires de ces institutions se succédaient et décidaient du sort du Mali à l'insu du peuple malien. Les goulots d'étranglement que sont le niveau d'endettement du pays et l'exigence d'une économie tournée vers l'exportation ne firent l'objet d'aucun débat de fond, tandis que l'espoir placé par le peuple malien dans la démocratie s'effritait. La mise en œuvre des mesures néolibérales obéissait non pas au souci de satisfaire les besoins des populations maliennes, mais à la volonté de protéger les intérêts étrangers. La déception était totale en janvier 1994, quand survint la dévaluation du franc CFA, dont les ménages n'ont pas fini de subir les conséquences. L'espoir des populations de jouir de conditions de vie meilleures s'érodait en même temps que leur pouvoir d'achat. Le dénuement matériel auquel les avaient réduites les régimes successifs devint le cheval de bataille du gouvernement et de ses partenaires au développement sous l'appellation de « lutte contre la pauvreté ». Ensemble, ils convinrent d'éradiquer cette dernière, non pas en annulant la dette extérieure et en mettant un terme au plan d'ajustement structurel, mais en bricolant de manière à garder le cap sur le marché sans que la grogne sociale n'y fasse obstacle. Notre code d'investissement prévoit des cas d'exonération. La fiscalité a été simplifiée et allégée à divers niveaux. Nous accordons des avantages ponctuels en fonction de la nature et de l'importance de l'investissement. Telle est la réclame du gouvernement qui fait les yeux doux aux investisseurs. L'agriculture malienne, fortement dépendante de la pluviométrie, couvrait difficilement les besoins de la population. Mais le Mali démocratique et libéral choisit d'investir à fond dans le coton, dont il était, en 97-98, le premier producteur en Afrique subsaharienne. Les autorités de la Troisième République proclamèrent leur ambition de promouvoir le rôle des petites et moyennes entreprises dans la transformation locale des matières premières. Dans la pratique, elles exportèrent la quasi-totalité, 99%, du coton produit, pendant que des milliers d'artisans, dont les tisserands, venaient grossir les rangs des nouveaux pauvres.
Tout comme l'or blanc, l'or jaune a donné lieu à un processus de dépossession du Mali. Plusieurs sociétés étrangères, notamment sud-africaines et canadiennes, ont investi dans les mines les plus rentables du pays. L'or a ainsi supplanté les autres richesses minières, diamants, fer, lithium, etc. Le programme d'assistance de la Banque mondiale dans ce secteur reposait et repose toujours sur une déclaration de politique minière établissant clairement le désengagement de l'État au profit du secteur privé. Ainsi, contre toute attente, l'alternance politique aura servi à légitimer et à consolider les mécanismes de prédation et de paupérisation du peuple malien. Ce schéma n'est bien entendu pas spécifique aux Maliens et aux Maliennes. Comme eux, leurs frères d'infortune du reste du continent ont les mains vides.